Bienvenue à toutes et à tous dans Fondamental, l'émission du magazine Gala pour laquelle vos stars préférées décodent les livres, les disques et les films qui ont changé leur vie. Et pour cette première émission, on reçoit Lenny Kim, le chanteur, danseur et acteur. Yes. Bienvenue. Salut tout le monde, merci. Alors, il paraît que tu es en tournée en ce moment. Oui, exact. Alors en ce moment, je suis en tournée. On va être en tournée jusqu'en novembre-décembre. Déjà, ça a commencé. J'ai eu la chance de passer au Théâtre d'Orange comme au Casino de Paris, etc. Et puis, ça a super bien marché au Casino de Paris. Du coup, on rouvre une troisième date, le 16 décembre au Casino. Franchement, le public était super chaleureux, hyper bien réactif. C'est vraiment un spectacle sur lequel on mise sur la performance. Alors, on danse beaucoup dans le spectacle. Forcément, c'est un concert. Alors, il y a beaucoup de chants, très belle scénographie aussi, beaucoup de visuels, beaucoup de beaux visuels. Et puis, ouais, c'est vraiment un concert sur lequel on mise sur la performance. Alors, il y aura carrément toutes mes chansons qui sont sur mon album, plus quelques reprises inédites que j'ai jamais encore faites. Alors, ouais, on vous réserve plein d'autres surprises. Alors, j'ai très hâte de pouvoir continuer à performer pour tout le monde, mais franchement, j'adore. C'est vraiment cool. J'imagine que tes fans ont hâte aussi. Je rappelle vite fait le principe de Fondamental, c'est que tu as choisi un livre, un film et un album, voilà, un peu plus large, on verra tout à l'heure, Oui. qui sont très importants pour toi, qui ont compté dans ta vie, qui comptent encore, et une surprise. Oui, en quatrième. Exact. On va commencer, je pense, par le livre que tu as choisi, qui s'appelle Le Passager. Exact. De Patrick Sénécal, c'est ça? Oui, exact, de Patrick Sénécal. Sorti en 95. Est-ce que tu peux faire un petit résumé? Alors le livre, je vais pas trop dévoiler les punchs parce que c'est un livre où il y a beaucoup de, je sais pas comment on dit ça ici, mais des punchs, des plot twists, des surprises. Des surprises, c'est ça. Des retournements de situation un peu. C'est vraiment un bon livre en fait. Ça parle d'un homme qui est professeur à l'université, qui lui habite à Montréal et l'université elle est à Sherbrooke. Bref, il fait souvent des allers-retours sur l'autoroute et puis un jour. Et il est amnésique en fait. Alors il oublie beaucoup de choses. En plus, alors il oublie, il est arrivé un accident dans son passé qui fait qu'il a oublié beaucoup de choses de son passé. Et un jour, il est sur l'autoroute, il va à l'université, et il croise quelqu'un qui fait du pouce en fait, un autostoppeur, exact. Et puis il l'emmène avec lui et il commence à se parler, il commence à comprendre qu'il connaît depuis longtemps, mais vu qu'il est amnésique, il se souvient plus de son passé quand il était plus jeune. C'est vraiment bon, c'est un thriller en fait. Il y a beaucoup de suspense dans ce livre. Déjà à la base, Le Passager, moi j'avais pas du tout envie de le lire au début. C'était quoi? C'était pour l'école? C'était à l'école. C'était notre enseignante qui nous avait dit ok là vous allez lire tel livre. Et moi j'avais fait ok. C'était l'année passée. Et puis moi j'ai 16 ans alors tout est très récent pour moi tu vois. Alors Le Passager, ouais, au début je m'en foutais un peu, tu vois, je me suis mis à lire et franchement, j'ai vraiment accroché à ce livre. J'avais même pas besoin d'avoir notre enseignante qui nous donnait des dates pour continuer on devait avoir fini tel chapitre, je le lisais juste normalement, tu vois, je le mangeais. Tu pouvais plus le lâcher. Je pouvais plus lâcher. Et ouais, moi à la base déjà, je suis vraiment un fan de tout ce qui est horreur, thriller, tout ce qui fait peur. C'est quand même un livre un peu horreur fantastique. Ah oui. On peut le dire, même si on ne dévoile pas tout. Oui, tu l'as déjà lu ou non? Il y a quand même je le connais maintenant, et il y a quand même des scènes marquantes, voilà, c'est assez il y a des trucs où c'est gore, ouais, mais franchement, c'est un super de bon livre. S'il y a un passage qui t'a plus marqué que les autres dedans? S'il y a un passage qui m'a le plus marqué que les autres... Je sais que tu voulais pas faire trop de spoilers, mais quand on parle d'œuvres comme ça, on va être obligé à un moment de dire attention, il y a les spoilers. Alors, je l'ai dit, voilà, vous êtes au courant. Tous ceux qui veulent lire le livre, écoutez pas maintenant, mais voilà. Alors, moi, c'est vraiment la fin, le retournement de situation. Je m'attendais pas du tout, en fait, à ce que... voyons, j'ai oublié son nom. Alors, c'est Étienne et Alex. Étienne, c'est le personnage principal, et ça. Alex, c'est l'autostoppeur. L'autostoppeur, oui, voilà, merci. Moi, ça m'a vraiment... fasciné à quel point que l'auteur il savait depuis le début que son personnage Étienne il était schizo et puis il y avait vraiment personne dans la voiture avec lui depuis le début. Il avait créé le personnage Alex qui s'est infligé tout ce tort à lui-même en fait parce que dans le livre il s'inflige beaucoup de tort à lui-même, il se détruit. Le personnage d'Alex est quand même hyper violent en fait au fur et à mesure et c'est. Ah oui. Et puis non franchement c'est un livre qui est super intéressant pour ceux qui sont fans de peur, je vous le recommande. Mais c'est très psychologique aussi, c'est un bon roman. Pourquoi est-ce que la prof vous l'avait conseillé? Dans quel cadre elle vous a dit il faut que vous lisiez celui-là? C'est quand même particulier. Je crois que la prof, elle avait kiffé ce livre et elle savait que
tu vois, en tant qu'adolescent de 15-16 ans, elle savait forcément qu'on allait aimer un genre de livre comme ça. Non, la professeure que j'avais, parce que je dis j'avais parce que maintenant je vais à l'école à la maison, je vais plus à l'école en classe. La professeure que j'avais de français, elle était hyper passionnée des livres, des romans et beaucoup de goût littéraire, et puis elle nous avait fait lire beaucoup de choses et elle tenait à nous faire lire Le Passager, et puis elle savait qu'on était capable d'en prendre. Alors non, c'est un bon livre, franchement. Tout ça naît quand il est enfant, en fait. Oui, en fait, les parents avaient caché, avaient essayé de lui faire oublier à Étienne qu'il était schizophrène, c'est ça, et puis Qui crée en fait ce personnage. Qui crée ce personnage pour et s'excuser presque. Ouais, puis il tue aussi, hein. Étienne, Quand il est adulte, il tue des gens. c'est un tueur, Alex. Alors, pas Alex, pardon. Bah si, Alex et Étienne. Alex et Étienne, bref, les deux, c'est la même personne, c'est ça. C'est vraiment intéressant de savoir à quel point les parents ont essayé de les cacher. Puis, au fur et à mesure, l'auteur, Patrick, nous en donne un peu, commence à nous faire comprendre que peut-être qu'Alex, il est pas réel. C'est un processus intéressant, je trouve, de jouer psychologiquement avec le lecteur. Oui, la perception de la personne qui lit le livre. Moi, j'adore, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs psychologiques, les trucs qui jouent avec la psychologie comme ça, et c'est très intéressant le procédé que Patrick nous emmène dans. Tu l'as rencontré déjà? Jamais, mais ouais, j'aimerais beaucoup. J'ai déjà lu, j'ai pas lu, mais entendu parler d'autres de ses livres, et puis franchement, ce serait top de pouvoir les rencontrer un jour. Et est-ce que ce procédé-là, de balader un peu la personne qui lit, ouais, ça pourrait être utilisé dans une chanson? Genre de balader la personne qui écoute, de raconter oui, un ça truc. Peut être très. Et en fait, en 3 minutes à la fin, hop. La même chose, ça peut être la même chose. Tout ce qui est très livre, film, musique se ressemble beaucoup au niveau. Moi, la perception de la narration, ça se ressemble beaucoup. Tu vois, moi, dans le cinéma, c'est un peu la même chose. Dans les films, justement, comme tu dis, tu peux jouer avec la psychologie de quelqu'un. Dans les chansons aussi, comme tu peux parler d'une histoire d'amour, et puis tout le monde va penser qu'ils sont en amour, mais finalement, à la fin, tu comprends qu'ils se détestent. Tu vois, alors ça peut être un bon défi pour une prochaine chanson. Merci, j'y avais pas pensé, mais c'est un. Ouais, non, je vais garder ça en tête. Ouais, c'est clair. Donc, puisque tu parlais de cinéma, oui, on va passer maintenant à ton deuxième choix fondamental, qui sera donc un film. Yes. Qu'est-ce que tu as choisi comme film? Ce film, c'est The Shining, du roman de Stephen King. À peu près. À peu près. En fait, parce que c'est très différent. C'est très différent. J'ai jamais lu le roman, alors. En fait, Stephen King lui-même dit le film est super, mais ça ressemble pas du tout à mon roman. C'est pas du tout à mon roman. Ok. Mais c'est basé. Effectivement, il y a dessus. des personnages qui reviennent. Ok. Voilà. Alors non, The Shining, j'ai kiffé ce film. Moi, ça a été vraiment révélateur dans le cinéma pour moi. J'ai vu ce film-là quand j'avais 14 ans. Mais tu l'as vu tôt. J'ai vu tôt. Même mes parents savaient pas que je regardais le film. Après, ils ont fait « Ah putain, t'as vu The Shining, ok, comment t'as trouvé ?» Ils étaient impressionnés de ma réponse, mais bon. Alors, ouais, j'ai trouvé ça super bon comme film. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup ouvert l'horizon au cinéma. C'est ce qui a fait que j'ai vraiment aimé les films d'horreur aussi à la base. Avant, je ne regardais jamais de films d'horreur avant ce film. Et puis j'ai regardé pour la première fois, et c'est là que j'ai découvert le plaisir de regarder un film de peur, d'avoir des sensations fortes juste à t'asseoir et regarder l'écran, tu vois. Alors moi, je suis vraiment quelqu'un de sensations fortes, tu vois. Je travaille dans ce milieu-là, dans la chanson, et quand tu fais des spectacles, c'est que des sensations fortes. Des émotions extrêmement puissantes. C'est beaucoup d'émotions, ce métier-là, et j'aime beaucoup ressentir ces trucs-là dans ma vie personnelle. Alors je suis capable d'aller chercher ça à travers justement des films de peur qui procurent cette sensation. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est sado mon truc d'aimer regarder des films de peur et de me procurer d'avoir peur sur commande presque. Ouais, c'est ça. Mais après, ouais, voilà. Alors, mais c'est aussi une façon de s'évader quelque part. Ouais, et puis de travailler ton rapport à la peur, parce qu'en fait, finalement, avoir peur, par exemple, avant de monter sur scène, ça arrive beaucoup, même que ce soit au début ou pas, et là, tu appréhendes la peur. Ouais, mais je crois que tout le monde, dans le milieu artistique du chant, en tout cas tout le monde auquel ça leur tient à cœur, vivent du bon ou du mauvais track avant de rentrer sur scène, tu vois. Moi, c'est un bon track. Moi, c'est vraiment un stress qui me motive, qui me propulse, mais je suis très stressé, tu vois, et j'ai des papillons dans le ventre, etc. Je me sens pas bien, mais quand j'arrive sur scène, là, tout va super. Alors du coup, juste en revenant à The Shining, oui. C'est vraiment ce qui m'a ouvert l'horizon au film de peur, et
là où j'ai découvert justement Jack Nicholson, ces comédiens-là, et tu vois, c'est quand même un film culte aussi, The Shining. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un ex-prof. Donc on Exact, est encore, un ex-prof aussi. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des similitudes entre les deux que tu as choisis. Oui. Donc c'est un ex-prof qui aimerait plutôt être écrivain, qui est incarné donc par Nicholson, qui se retrouve... Il y a la schizophrénie là-dedans aussi. Qui se retrouve gardien d'un hôtel, l'Overlook. Il y a sa femme et son fils qui le rejoignent. Là, ça part vraiment hallucination. Ah bah c'est l'hiver, il n'y a télépathie, personne, voilà. ouais. Hallucination, télépathie, les jumelles. On reconnaît tous la scène de l'ascenseur qui s'ouvre avec le sang qui est... Ah ouais, voilà. c'est iconique. Et effectivement, dans le scénario, il y a peut-être des ponts avec le livre que tu as choisi, en fait. Il y a quand même des thèmes qui reviennent. En fait, psychologiquement, Lénine est très perturbé, tu vois. Non, mais... Non, alors moi, j'irai pas jusqu'à te poser cette question, mais par contre... Je déconne. Je pourrais te dire que toi, tu as un côté, je trouve... Et c'est aussi ce que tu veux donner à un truc extrêmement lumineux. Et finalement, les deux œuvres que tu as choisies pour l'instant le sont pas trop, quoi. Les deux se finissent pas bien. Pas du tout. Vraiment, moi, dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un qui, tu vois, je me lève le matin, je souris, je suis de bonne humeur, je me couche. Tu vois, moi, tout est beau dans la vie, tu vois. Je suis de bonne humeur tout le temps. J'essaie le plus possible de voir le meilleur dans les personnes et tout. Je suis quelqu'un qui est très, très solaire dans la vie. Mais vu que je suis que ça, presque, il y a vraiment un côté de moi qui aime vraiment l'univers dark. Moi, je suis grand fan de The Weeknd, le chanteur. Moi, j'adore visuellement son univers, il est incroyable. Tout ça, tu vois, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs dark aussi. T'en as besoin pour contrebalancer ta façon d'être toute la journée. Oui, parce que si t'es tout le temps joyeux à un moment donné aussi, tu vois, on n'est pas tous tout le temps joyeux dans la vie et ça fait du bien des fois de déprimer de temps à autre. Tu vois, quand t'es dans une peine d'amour, t'écoutes une chanson qui te met encore plus en peine d'amour, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. Alors, en fait, tu vas juste toujours au maximum de l'émotion. Au maximum de mon émotion, c'est ça. J'essaie le plus possible. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, comme je dis, les sensations fortes et qui aime vivre un maximum, qui aime mordre dans la vie à pleines dents. Alors, les émotions que je ressens, j'essaie de les vivre à 100%, tu vois. Du coup, The Shining... Est-ce qu'il y a un passage qui t'a plus marqué que les autres? Il y a le passage forcément iconique de la porte où il met la hache dans la porte avec Wendy qui est derrière la porte et qui a hyper peur avec Jack qui arrive avec sa hache et avec son visage dans la porte qui pour moi c'est iconique cette scène. Il y a aussi la scène des deux jumelles dans le couloir. Encore une fois, moi une scène que je trouve très intéressante c'est où il parle au bar avec un mort, je crois, c'est ça ou on sait pas trop c'est quoi. C'est le principe du truc. C'est justement, c'est de nous fourrer psychologiquement, on sait pas ce qui se passe. Ou bref, il y en a plein de scènes dans le labyrinthe à la fin, c'est hyper intense. C'est un film qui est très psychologique en fait, qui vient vraiment te chercher. Ou non, pardon, ma scène préférée du film, c'est quand Wendy avait visité son mari qui est en train d'écrire son roman. Tu vois, j'en ai des frissons près juste à en parler, qui est en train d'écrire son roman. Et la musique de ce film, on s'entend, elle est dingue. Et elle descend les escaliers. Et elle lui dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Et elle est tellement innocente et tout, trop gentille. Et lui, hyper bête avec elle. Ouais, j'écris mon roman, laisse-moi tranquille. Et elle regarde ce qui est écrit. Et je crois que ça dit All play, no day, ou un truc comme ça. All work and no play makes Jack a dull boy. Ouais, ben c'est ça. Alors, du coup, cette phrase qui est répétée. À travers des pages et des centaines de pages disposées de différentes façons. Et là, tu fais, mec, qu'est-ce qui se passe? Psychologiquement, c'est très intéressant. Ça vient vraiment te bousculer. En fait, ce que j'aime, c'est que tu te perds là-dedans, tu comprends rien. C'est ça qui est cool. Qu'est-ce que t'en retires à la fin du coup? Tu t'es perdu, il faut quand même qu'on te... Ouais, non, je comprends quand même. Je comprends que lui, c'était quelqu'un qui était très troublé psychologiquement. Son personnage, Jack Nicholson en tant que tel, son sourire iconique du démon, tout ça, pour moi, c'est des trucs qu'on devrait connaître dans le cinéma. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce film, parce que pour moi, c'est vraiment un film iconique. Et ouais, voilà. Alors, c'est aussi un film un peu sur le... Il est seul, ce personnage, même si même s'il y a je crois qu'il n'aime plus sa femme et tout ça. Il est quand même seul. Et finalement, c'est pareil dans le livre que tu as choisi. Même si je te souhaite évidemment pas de finir que mais est-ce que quand on est une star à 16 ans, on se sent seul? Non. Très sincèrement, non. Moi, j'ai ma famille autour de moi. Moi, j'ai pas besoin de plus que ça. Tu vois, j'ai ma mère, mon père que je vois pas souvent, mais ça me va. Il est très occupé lui aussi. Tu vois, je sais qu'il est avec moi quand même. Qui me soutient, j'ai ma mère qui est souvent avec moi, qui sait ça me va, tu vois, c'est mes valeurs. Alors d'avoir ma mère avec moi, je me sens pas seul du tout. J'ai mon manager qui me suit tout le temps, qui est comme un peu mon meilleur ami aussi aujourd'hui. Puis j'ai deux vraiment amis fidèles au Québec de mon âge
que je garde avec leur famille, que j'adore et qui je connais depuis avant que je sois connu. Alors je sais pourquoi ils sont là, tu vois. Mais les autres qui viennent se rajouter, quand tu sais pas pourquoi ils sont là, tu essaies le plus possible de sélectionner bref, ton cercle d'amis, il est très petit dans ce milieu-là. Mais quelque part, c'est cool. Tu vois, ça garde je crois que dans ce milieu-là, il faut essayer de garder un certain mystère aussi. Mais c'est ça aussi, c'est le jeu, ça fait partie du jeu, quoi. Faut pas que tout le monde rentre tout le temps dans ton cercle d'amis parce que sinon, bah là, tout le monde te connaît, etc. Alors, il faut vraiment essayer de garder son cercle d'amis très petit, puis justement, tu sais pas pourquoi les gens sont là, mais franchement, moi, ça me va, je me sens pas seul. Puis en plus, t'as les fans qui te procurent vraiment tu reçois beaucoup d'amour d'eux en spectacle, je connecte tellement avec eux partout. Quand il y en a qui me reconnaissent, ça me fait plaisir, tu vois. Alors, ça fait juste chaud au cœur. Il y a des connexions. Alors non, je me sens pas seul. Il y a des moments, par exemple, je crois que ceux qui se sentent vraiment le plus seuls, c'est les grosses célébrités internationales. Tu vois, genre l'autre jour, j'avais regardé un documentaire sur Lady Gaga sur Netflix, 5'2", je crois. Puis dedans, elle disait que ce qui était le plus dur, c'est que elle passe toute sa journée avec des gens qui la touchent toute la journée, qui crient son nom toute la journée, qui l'aiment, qui l'adorent, et puis qui lui parlent toute la journée. C'est que Lady Gaga, elle arrive chez elle. Et c'est silence total dans sa chambre dans le noir. Elle dit, puis tu l'entends, elle se met à pleurer quand elle en parle. Tu vois, je pense que c'est ça qui est le plus intense. Quand là t'es vraiment seul. À ce niveau-là où t'es là, seul en comparaison en plus avec ce que tu vis toute la journée. Avec ce que tu vis toute la journée. Ta vie professionnelle, elle est incroyable, mais ta vie personnelle, elle est pourrie. Tu vois, je crois que rendu là, c'est ça. Mais ça fait partie de l'artiste tourmenté, ça fait partie de ça quelque part. C'est pas mon cas, du coup, ça va. À 16 ans, moi, je suis très à l'aise là-dedans, puis je suis pas du tout malheureux. Au contraire, je suis très heureux dans ce que je fais. Mais c'est ça, tout pour boucler la boucle de Shining. Moi, je suis quelqu'un qui est très fan des trucs d'horreur et psychologique. Quelqu'un qui est très stable dans sa vie normale, mais qui, quand ça vient des œuvres de films et tout, je suis quelqu'un qui aime vraiment s'évader et se perdre là-dedans, qui aime justement vivre des grosses émotions fortes juste à regarder un film, tu vois. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi The Shining, qui pour moi me procure le plus de sensations comme ça. On va passer à la musique. Oui. Avec ton troisième choix. Là, j'avoue que j'ai été étonné. Ah ouais? Ouais. Ok. T'as choisi Fleetwood Mac. Ouais. Qui est donc un groupe qui a commencé sa carrière en 67. Exact. Qui continue aujourd'hui, mais un peu moins. Il continue à tourner. Plus beaucoup, il tourne un petit peu encore. Ils ont fait un retour au début des années 2000 et effectivement. Puis il y en a une qui est plus là, voilà. Justement. Au tout début de leur carrière, c'était un peu blues rock, et puis après, dans les années fin 70 puis 80, c'est pop rock à fond. Ouais, pop rock, ouais. Vraiment. J'aimerais savoir pourquoi tu as. En plus, normalement, moi, je demande donc un album, une chanson, mais un truc très circonscrit. Ouais. Toi, c'est la discographie, c'est. Moi, c'est la discographie de Fleetwood Mac. J'ai pas été capable de choisir un album. Tu vois, moi, c'est. En fait, c'est pas compliqué. En fait, pour moi, je suis quelqu'un qui est musicalement, qui est fan de la musique en tant que tel. Justement, je travaille là-dedans. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien. Grand amateur de musique. J'écoute de tout. Moi, j'écoute vraiment, comme je vais écouter de la pop, je fais de la pop, mais comme je vais écouter des trucs genre du jazz. Moi, mon resto préféré à Paris, c'est Papa Jazz. Et je dis tout le temps, et c'est un club de jazz qui est juste incroyable. Alors, j'adore aller dans ces places-là. Moi, tout ce qui est jazz rock, qui est justement pop rock comme Fleetwood Mac, ou des trucs très alternatifs comme FK Twigs, ou des trucs vraiment space. J'adore la musique en tant que telle. Mais Fleetwood Mac, je dirais que ce serait le groupe où j'ai ressenti le plus d'émotions. En fait, c'est vraiment venu me chercher à l'intérieur de moi. Les mélodies, les textes, la voix de Stevie Nicks, tout la production musicale derrière, pour moi, est fascinante. Quelle période du coup? Plutôt dans la période des années 80, vraiment pop rock De tout en fait. Moi j'écoute vraiment comme j'écoute leur chanson Sarah, comme j'ai écouté Landslide ou d'autres trucs Dreams, Rhiannon, toutes ces chansons là pour moi qui sont... en fait j'ai découvert Fleetwood Mac grâce à la série American Horror Story, qui pour moi qui est la meilleure série qui existe sur la planète. Encore un autre truc d'horreur qui est la meilleure série sur la planète entière. Et puis c'est la saison 3 dedans justement ils intègrent Stevie Nicks qui chante et ils mettent plein de titres de Fleetwood Mac et j'ai fait ouais mais c'est quoi ce groupe, puis je suis allé écouter, je suis tombé en amour avec leurs chansons et puis c'est vraiment des titres qui viennent me chercher à l'intérieur, tu vois. Comme je disais, je suis quelqu'un qui est très émotif dans la vie et je crois que les chansons c'est des chansons qui sont énormément émotives, qui parlent beaucoup. Les textes comme Rhiannon, de peine d'amour, ou encore Landslide, comme quoi la vie elle continue, puis on vieillit, puis où est-ce que la vie va nous mener, on sait pas.
les mélodies qui viennent me chercher profondément dans mon âme, tu vois, où j'ai envie d'écouter, écouter, réécouter. Il n'y a pas d'histoire particulière derrière. T'as pas de souvenir lié à une chanson ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de souvenir. Ben, je veux dire, un jour, je les écoutais souvent. J'ai découvert vraiment ça quand je commençais à animer un gala au Québec et tout, qui s'appelle le Gala de Ouf pour le Festival Juste pour Rire. Et puis que ça a été très cool. Ça a été super. Et justement, j'écoutais souvent ces chansons-là avant d'animer ou ces trucs-là qui me donnaient la pêche et que j'avais envie, tu vois, juste de mieux performer. Je trouve que leurs chansons sont très motivantes aussi, quelque part. J'ai jamais vraiment entendu, pour moi, des chansons qui viennent autant chercher les gens. Et pour moi, ça m'inspire beaucoup musicalement à essayer de faire un peu la même chose qu'eux, tu vois, essayer de... C'est ce que j'allais te demander, à quel point ça t'influence, du coup. Fleetwood Mac, quelque part, il m'influence beaucoup. Même si moi, je fais pas du tout du pop rock. Puis c'est plus vieux aussi, Fleetwood Mac, c'est moins jeune, etc. Mais c'est vraiment un style musical. Pas un style musical, mais la façon qu'ils écrivent, la façon qu'ils composent, l'intention qu'ils ont derrière, j'essaie le plus possible à mettre dans ma musique grâce à eux. Puis Stevie Nicks, on s'entend que sa voix, elle est... Pourquoi est-ce que tu as ce besoin de te plonger à ce point-là dans tes émotions? Parce que j'aime ça. C'est con, mais c'est juste... Tu vois, il existe des gens qui, au contraire, se coupent au maximum des émotions. Ouais. Ils veulent que ce soit très carré, régulier, pas trop d'effusion. Pourquoi toi, tu as besoin d'aller chercher justement ça et peut-être que ça te sert après Moi, je suis quelqu'un qui adore l'art en tant que tel. J'ai toujours aimé, c'est ce que je veux faire dans la vie. En tant qu'artiste, je crois qu'on est très, justement, proche de nos émotions. Et moi, j'en ai besoin pour créer, en fait. J'en ai besoin pour... tu vois, je suis quelqu'un... Pourquoi j'aime autant la cinématographie ou ces trucs-là, c'est... Moi, je suis quelqu'un qui se promène dans la rue en tant que tel, je vois quelque chose de beau et là, pop, là, je vais voir un plan de caméra ou un truc qui est super intéressant ou genre une scène, quelqu'un qui s'engueule avec quelqu'un d'autre, mais genre, là, dans ma tête, j'ajoute une musique derrière ça, puis là, j'imagine l'histoire de pourquoi que... Et puis bref, moi, je suis quelqu'un qui adore se connecter à l'intérieur de soi-même dans ses émotions juste pour mieux créer après. C'est pas tout le temps cool, c'est pas tout le temps... je veux pas dire que c'est tout le temps hyper amusant, tu vois, de se connecter à ses émotions. En peine d'amour, t'as pas envie de te connecter à tes émotions, quoi. Mais après, je suis quelqu'un qui est je me considère qui aime beaucoup redonner. Moi, on me donne beaucoup, mais si on me donne beaucoup, j'ai besoin de redonner. Je peux pas juste prendre et regarder les trucs. Pour moi, j'ai besoin de redonner. Alors pour moi, c'est ma façon de venir mieux me connecter à mes émotions, ce qui fait qu'après m'être connecté à mes émotions, je peux mieux créer, je peux plus donner des trucs à mes fans, à mon public. Est-ce que tu penses que t'inspireras les gens comme Fleetwood Mac peut t'inspirer toi? Je sais pas, j'ai aucune idée. À 16 ans, je crois pas. Je crois qu'il va falloir que j'attende un peu plus et que je sois plus vieux. Déjà à 16 ans, je crois pas que... Tu vois, les gens vont faire « Ah oui, lui, tu vois... » Je crois que les gens ont plus les adultes ont plus un attachement avec un adulte et non avec un jeune de 16 ans. Après, comment je perçois ma vie en tant que telle, là, je vais vraiment deep, hein, parce que pour moi, là, c'est une interview deep, là, mais genre plus... Là, j'en parle parce que j'ai jamais vraiment l'occasion d'en parler avec une interview normale où on me dit « Ok, là, t'as tourné des trucs comme ça. » Mais philosophiquement, genre, ma psychologie, ma perception de la vie est plus comme tout ce que je fais. C'est comme une performance en fait, c'est un show. Pas que je suis pas réel, pas que je suis pas moi-même, au contraire, j'essaie le plus possible de rester moi-même. C'est compliqué mon truc. J'essaie le plus possible de rester moi-même. Parce que je crois que quand tu restes toi-même, justement, c'est là où tu es le plus fidèle à toi-même et que plus tard tu vas pas faire merde, qu'est-ce que j'ai fait, qui je suis, tu vois. Je sais qui je suis très fidèle à moi-même. Ce que je montre à mes fans, ce que je montre à tout le monde, c'est pas des mensonges, c'est moi. Mais donner une performance tout le temps, tu vois, c'est de se relier à ses émotions comme ça pour mieux performer après. C'est pour ça que je fais ce boulot-là. Je sais pas, j'ai vraiment de la difficulté à l'exprimer. Est-ce que c'est un truc qui est difficile? C'est-à-dire, est-ce que c'est un effort que de se connecter pour donner? Non, pas du tout. Je sais pas, je crois pas que j'essaie vraiment de trouver pourquoi. Je crois qu'en tant qu'artiste, c'est le plus possible tout le temps de te connecter à tes émotions. Je crois que les artistes en tant que tels n'essaient pas de les fuir, ça dépend qui, mais tu vois, pour composer des chansons, écrire un album ou des films et tout, tu as besoin le plus possible de te connecter à toi-même. Est-ce que finalement, justement, être un artiste, c'est profiter de cette capacité à se connecter pour rendre quelque chose et peut-être que les gens qui, eux, ne se connectent pas peuvent se connecter à travers toi? Je vais te dire c'est quoi.
Je comprends maintenant. Pourquoi je me connecte autant aux émotions, à mes émotions, c'est que c'est personnel. Pour moi, la vie est beaucoup plus belle avec des émotions. J'ai envie de vivre la vie j'ai envie de mordre dans la vie à pleines dents. Tu vois, j'ai que 16 ans, puis je me considère avec quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui veut juste, qui mord dans la vie à pleines dents, quoi. Et je crois que les émotions rendent la vie plus belle en tant que telle. Je crois que quand les gens, c'est ma perception à moi, quand les gens essaient de fuir leurs émotions, je sais pas, je dis ça seulement à 16 ans, tu vois, mais pour moi, tu essaies de te fuir toi-même, parce que c'est toi, en fait, tes émotions, c'est toi-même, tu peux pas dire le contraire, mais une fois que tu te connectes à ça, à la base, les émotions, qu'est-ce que tu ressens, là, tu te connais toi. Peu importe, des fois, c'est pas cool non plus de te connaître. Ah, merde, ça, j'aime pas ça de moi, mais c'est pas grave, c'est toi, apprends à l'aimer, tu vois. Pour moi, les émotions, c'est ce qui rend la vie beaucoup plus belle. Et c'est pourquoi j'aime ce métier-là. C'est parce que les émotions sont amplifiées fois 1000. Et c'est ce qui fait que pour moi, la vie est plus belle fois 1000. Tu vois, mais moi, j'ai été élevé avec ma mère, mes parents m'ont élevé dans la gratitude. Il faut que je sois gratifiant. Je remercie la vie à chaque jour pour ce que j'ai. Et c'est vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, seulement à 16 ans en plus, et je le sais. Et c'est ce qui fait que tout ça, pour moi, c'est pas un truc de marketing, c'est pas un truc de je vais avoir une carrière, Non, tu vois, j'ai pas de carrière demain, c'est pas grave. Ce que j'aurais vécu, je l'aurais vécu à fond, puis j'aurais profité de la vie à fond. Puis qu'est-ce que la vie me réserve plus tard, je sais pas. Mais je vais essayer de le vivre à fond aussi pour que ce soit magnifique, tu vois. Alors moi, je veux que plus tard, quand je crève, et je le dis à 16 ans, quand je crève, j'ai aucun regret. Et puis je crois que les émotions que tu as à l'intérieur de toi, si tu apprends vraiment à t'aimer toi-même là-dedans, à naviguer à travers tes émotions, je crois que ça rend la vie beaucoup plus belle. Et qu'une fois que pour moi, le principal but de la vie, c'est d'être heureux. Et c'est pas tout le monde justement qui est capable. Il y en a beaucoup qui restent malheureux toute une vie, mais j'essaie le plus possible d'être heureux pour que plus tard justement je fasse bon good. C'est bon. C'est bon. J'ai réussi. Tu vois, pour moi réussir, c'est pas réussir dans sa carrière, réussir dans sa vie personnelle. Waouh, regarde mon fils comment il a réussi. Non, moi c'est si tu réussis, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Tu vois. Si tu es heureux à la fin de la journée, tu as réussi. Alors c'est pour ça que j'essaie de me connecter à mes émotions le plus possible. Comme je disais, parce que ça embellit. Donc on peut remercier Fleetwood Mac qui m'aide énormément à te connecter à ça. Comme ça. On va en écouter un. Comme ça, on va pouvoir s'en rendre compte. On va donc passer à la quatrième et dernière partie de l'émission sur la petite surprise. Donc je rappelle qu'on a eu un film, un livre et une discographie entière et avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et donc la tradition et le principe de l'émission, c'est que la quatrième partie, c'est un objet culturel, quel qu'il soit, du choix de l'artiste. Alors la surprise, c'est la mode, en général. On a une discographie entière, là on a la mode en général. La mode. Oui, voilà. C'est extrêmement vaste, mais c'est génial. Tu parlais tout à l'heure de représentation, d'être en show tout le temps, en étant soi quand même, mais d'être en représentation. Est-ce que ça fait partie, est-ce que la mode, ça fait partie du fait d'être en représentation? Oui, carrément. Je crois que la mode, justement, c'est très personnel à soi. Tout de suite, tu connais quelqu'un. La plupart du temps, tu comprends quelqu'un juste avec les vêtements, tu vois, genre le style. Oui, mais c'est très visuel, comme la personne qui va s'habiller avec les cheveux noirs en pique, avec les grosses boucles d'oreilles noires, le style punk, puis tu vois le piercing dans la lèvre, un peu partout sur le visage.
et avec des gros tatous, tu vois, le gros style rock punk, là, tu vas tout de suite comprendre la personne, tu vois. Après, là, mais c'est vrai, c'est vrai, et c'est ce que j'aime beaucoup. Moi, j'adore connecter avec les gens, et la mode, c'est vraiment une façon de connecter avec les gens aussi, de mieux apprendre à mieux les connaître. Comment tu définis ton style alors? Comment je définis mon style? Moi, je suis quelqu'un, bah déjà, là, je vais faire très basique, là. Moi, je m'habille bomber la plupart du temps. Je porte les bombers, jeans, c'est très simple. J'aime beaucoup les trucs des couleurs qui flashent en tant que telles. C'est pour ça que j'aime ma couleur préférée, c'est le rouge d'ailleurs. C'est quand même simple, basique, mais dans les, tu vois, le look cool. Tu vois, genre pas trop, pas beaucoup, mais juste assez. Tu vois, moi c'est plus un look. C'est un équilibre. Est-ce que tu t'habilles pareil dans la vie que sur scène? Non, pas du tout. Sur scène, forcément, ça va être des trucs. C'est ça. Moi, j'adore. La mode sur scène, c'est un truc qui est ouf parce que là, tu peux te permettre de t'habiller extravaganza, des gros trucs, des gros trucs avec des éclairs dans ton dos, ton éclair qui s'illumine, tu vois, des gros ripped. Moi, la mode sur scène, c'est un autre univers. Tu vois, il y a la mode pour moi dans tous les jours qui est tu vas t'habiller pour sortir et tout, mais tu vas pas t'habiller extravagant, etc., hyper excentrique. Mais sur scène, c'est pour moi, la scène, c'est une évasion, pour moi. C'est une place où je peux m'évader, en fait, de la vie de tous les jours et juste de pouvoir m'amuser un maximum. Ce qui fait partie de l'évasion, c'est les vêtements. Donc là, tu peux mettre des gros trucs, des gros bombers qui flashent, des gros jeans, des grosses chaussures que tu porterais pas dans la vie de tous les jours, en fait. Presque des costumes, tu vois. La performance, danser, chanter, pour moi, c'est ce qui me permet de m'évader un peu de la vie de tous les jours. Alors, c'est ça. Et donc, pourquoi tu as choisi là, par rapport aux 3 autres objets dont on a parlé, pourquoi tu as choisi en disant j'ai carte blanche, je choisis la mode? C'est assez. Parce que c'est un autre, c'est une autre partie pour moi d'une carrière qui est importante. Chaque artiste est défini par son style aussi, tu vois. À la fin de la journée, tu deviens un produit. Puis ça fait partie du produit, tu vois. Je trouve ça très intéressant, juste parce que, tu vois, par exemple, tout le monde a son style dans ce métier-là, tu vois. Moi, mon style, c'est plus les bombers, les trucs. C'est vraiment les bombers, mon style. Après, t'en as d'autres qui ont leur touche, genre Rita Ora, qu'elle, c'est le rouge à lèvres rouge, point. Là, ça, c'est sa marque de commerce. Ou Bieber, que lui, ça commence à être les gros trucs d'heavy metal qu'il porte, ripped, avec les chemises attachées. T'apprends à mieux connaître une personne avec ça. Avec la mode, puis en même temps c'est un moyen d'évasion pour moi. Mais ça change aussi. Bieber, il a changé de style plein de fois, par exemple. C'est ce qui est cool. C'est ce qui est cool, le changement dans la vie. Et la mode, ça te permet vraiment de... Dans 3 ans, t'as plus de bomber alors. Je sais pas, je pense pas. Ça va peut-être être un autre style. Tu vois, tout le monde change de coupe de cheveux presque à chaque année maintenant. Ça fait un moment que je l'ai maintenant. Mais bon. Tu la gardes tant que tu l'aimes. Je la garde tant que je l'aime, tu vois. Alors, c'est ça. Mais c'est un moyen de s'évader, puis ouais, de s'amuser, quoi. Pour moi, c'est que du plaisir. C'est un truc qui t'a toujours intéressé? Ouais, comment s'habiller, faire en sorte que ça aille bien ensemble. Carrément, bah, c'est plus visuel, tu vois. Moi, comme on disait tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un qui est très visuel, les films, tout ça. Et la mode, ça permet de me nourrir créativement, visuellement. Alors, non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça définit ta personnalité et c'est juste un autre moyen d'évasion en tant que tel. Et alors, à part donc les bombers, si tu dois avoir les 3 pièces que tu prends tout le temps avec toi quand tu pars en voyage. Ah, à part en bombers, ouais. On a compris que ça, tu t'en sépares. Ouais, ben les sneakers, les kicks, ça c'est clair. Moi, je suis quelqu'un qui est plus Nike, Adidas, les trucs taille haute, un peu épais, fat. Sinon, ben, si tu t'en vas dans des places où il fait chaud, forcément, ça va être que des t-shirts, ça beaucoup. Et jeans, ça c'est vraiment les trucs que je me sépare pas. Basique, mais après non. J'aime quand même les trucs qui flashent un peu, tu vois. Où, comme je disais, où il y a les grosses couleurs pétées. J'aime beaucoup prendre des pants. Là, j'en porte pas en ce moment, mais des pantalons qui sont très ripped. Alors, je précise que tu portes un pantalon noir. Noir en ce moment. Avec certes une fermeture éclair en plein milieu de la cuisse. Exactement. Mais assez basique. Assez basique. Mais qui fait ressortir le bomber, tu vois, et les choses, doré, tu vois. Alors non, c'est un autre moyen d'expression finalement, de s'exprimer, exact. Au-delà des marques comme Adidas, Nike que tu as cité, est-ce qu'il y a des créateurs qui t'intéressent? Pas du tout. Ouais, vraiment. Moi, il y a une marque que j'adore qui est Kenzo, que je trouve ouf.
Justement, qui moi, je me connecte plus à cette marque-là parce que pour moi, ça fait plus jeune. C'est un style qui est très, justement, des couleurs très flashy, qui est très pété, comme pété, nous on dit ça au Québec, qui est très Explosif. explosif, merci. Très explosif, tandis que là, tu as des trucs, d'autres marques qui vont faire des trucs beaucoup plus classe, très noirs, chic. Toi, t'as C'est besoin pour de ça que j'aime Kenzo beaucoup. Et puis Balenciaga, je trouve ça super cool aussi. C'est vrai? Ouais, yes. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des 4 éléments fondamentaux dont Top. on allait parler pour cette émission. Yes. Je te remercie d'avoir participé. Ça a duré combien de temps ça? On parle jamais trop On parle dans jamais trop, fondamental, oui. je te rassure. Eh bien, bonne tournée. Merci parce que beaucoup. C'est pas fini. Encore, tu nous rappelles quelques dates à venir. Oui, très content parce que je vais repasser par le Casino de Paris le 16 décembre. On a rouvert une nouvelle date. On a une 30aine de dates et là, je peux pas en dire plus, mais on va en rajouter d'autres. Partout en France et en Belgique et j'ai très hâte de performer pour tout le monde. Franchement, déjà que ça a très bien été la première partie, alors très hâte de continuer. Je rappelle que vous pouvez écouter Fondamental sur iTunes, sur SoundCloud évidemment. C'était Fondamental, une émission du magazine Gala. À bientôt pour la prochaine. Au revoir les Niki. Au revoir, merci beaucoup.